Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Élodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de 3 entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Lisa Marie est une artiste des légumes. Chaque jour, elle se lève pour bichonner ses tomates, courgettes, plantes aromatiques et autres légumes rares afin de ravir les papilles des familles et des clients qui l'entourent. Mais son parcours est semé d'embûches et de difficultés. La dernière en date, l'inondation de juillet 21, a noyé ses légumes mais pas sa persévérance. Cette interview réalisée dans le nouveau champ de Lisa Marie à Ramilly montre ses ressources énormes et sa résilience devant l'adversité. Elle sert aussi à montrer que nous avons de super producteurs locaux en Belgique et qu'il faut continuer de les soutenir coûte que coûte. Je vous laisse écouter l'histoire de Lisa Marie, une maraîchère hors du commun et magicienne des légumes. Bonjour Lisa Marie, je suis très contente de t'accueillir ici sur le podcast Foodpreneur. Aujourd'hui, je suis sur ton champ, ici à Ramilly-Beaumal. On est ensemble, il fait très beau, mais on a passé un épisode assez difficile avec les inondations et donc tu as été aussi touchée sur ton autre parcelle. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec toi de ta résilience, de ta capacité à rebondir parce que je pense que c'est une qualité énorme pour un entrepreneur. Et aussi, on parle d'alimentation, dans tout le cycle d'alimentation, ça commence essentiellement par la production. Et donc, comment toi tu conçois cette production, comment tu conçois l'alimentation durable et quelle est ta vision aussi du futur en tant que maraîchère? Oui, bonjour. Merci Élodie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Donc, moi, je m'appelle Lisa Marie. J'ai 33 ans, un petit garçon de 3 ans. Donc, à la base, je ne suis pas du tout issue du monde agricole. J'ai un master en histoire de l'art, donc en gestion du patrimoine. Voilà, j'ai fait des études comme ça par passion. Bon, après... Il y a eu une petite déconvenue au sortir de mes études qui m'a menée à faire une dépression pendant 1 an et demi, malheureusement. Après, il a fallu se relever et en gros, voilà, il y a une copine qui est en couveuse d'entreprise et qui me dit tiens, t'aimes bien faire ton potager, ton jardin, t'aimes bien partager. C'est vrai que j'en faisais quand même beaucoup au jardin et j'en ai toujours fait chez mes parents aussi. Donc, on peut peut-être dire que j'ai ça dans le sang. Et elle me dit, tiens, moi, je monte mon projet en couveuse d'entreprise via Créajob. Pourquoi est-ce que tu tenterais pas ? Bon, j'ai pris mes renseignements et tout compte fait, c'était intéressant parce que la couveuse d'entreprise, en fait, nous permet de tester une activité en mode réel, sauf qu'on n'a pas tous les inconvénients d'être indépendant. C'est eux qui ont les charges TVA, ONSS et autres. Enfin, voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est ramener le chiffre d'affaires, ramener l'argent, travailler, et eux s'occupent de tout le reste, la paperasse, l'administratif, la compta. Et c'est intéressant parce qu'on a moins de stress que quand on est indépendant, à savoir trouver l'argent partout, à faire des déclarations correctement. Donc voilà, pendant 1 an et demi, donc c'est 18 mois en couveuse pour les projets agricoles. Donc j'y suis rentrée en 2016. En 2017, j'ai eu la chance d'intégrer ce qu'on appelle un espace test. Créajob, qui lançait à ce moment-là, le réseau d'espace test m'a proposé d'intégrer celui de Beauvechain. Donc, on pouvait y rester 2 saisons. C'est toujours le cas maintenant. Donc, on peut rester 2 saisons. Mais après, on peut pas prolonger. Donc, après, il faut partir. Comme j'étais déjà en couveuse d'entreprise depuis quasiment 1 an, j'ai dû me mettre indépendante au mois d'octobre 2017. Mais je pouvais rester sur l'espace test à Beauvechain pendant encore 1 an. En attendant, j'ai essayé de chercher des terrains parce que je savais que la situation était précaire. Ça n'a pas été facile. J'en ai trouvé un de justesse fin 2018 quand je suis sortie justement de cet espace test. Donc ici à Beaumal, donc pas loin de mon nouveau terrain. Petite parcelle de 10 arts, mais qui me permettait de pouvoir continuer une activité de production tout en parallèle cherchant quelque chose.
Bon, 2019 s'est bien passé. En attendant, moi j'ai fait mon réseau, j'ai trouvé d'autres producteurs. Je me suis liée d'amitié avec un agriculteur en grande culture qui habite à 2 kilomètres de chez moi, donc le village à côté, on va dire. Mais lui développait de son côté déjà 1 hectare en maraîchage. Mais lui mécanisé. Et au fur et à mesure de notre relation, mais moi j'ai pu me dire, voilà, je fais une certaine part de production et lui en fait une autre, on travaille ensemble. La dernière, en 2020, ça a vraiment débouché sur une association vraiment officielle. Je travaille au Trialmé, j'ai le pré Madame, mais je commercialise ce qui est au Trialmé et j'y suis. Je travaille quasi à mi-temps là-bas. Donc aux récoltes, aux plantations, à l'entretien des parcelles, au suivi technique, c'est très valorisant. Et finalement, l'année dernière, on en a profité pour relancer une vente sur la cour de la ferme, au Trialmé. Donc tous les samedis, voilà, on fait une petite vente. Donc voilà, on a vraiment une association vraiment locale, très intéressante, qui est très enrichissante parce qu'en même temps, je travaille en grande culture aussi. Donc je fais mon petit maraîchage, mais je travaillais en grande culture, donc ça c'est chouette, ça fait de l'expérience. Les deux facettes. Oui. Ça c'était en 2020, donc l'année 2020 a été très très chargée parce que j'ai continué quand même à chercher un terrain. Surtout, ce qui a précipité un peu les choses et qui m'a décidé à continuer dans ce métier, parce que c'est pas facile. J'ai eu beaucoup d'embûches pour trouver un terrain qui soit un peu plus durable qu'une saison ou deux. Donc c'est très difficile à trouver. C'était le confinement de l'année dernière, le boom pour les produits locaux. J'ai triplé tous mes volumes de vente, ma clientèle en un rien de temps. Bon, après c'est retombé comme un soufflé, mais la réflexion méritait d'être faite. Et donc en parallèle, depuis que j'étais chez CréaJob, on travaille avec Terre en Vue, qui est une coopérative d'aide au maintien des terres agricoles. Et donc au mois de juin, voilà, je téléphone et puis il me dit: écoute, on a peut-être des gens à côté de ton terrain qui mettent un terrain à disposition, des particuliers. Et en septembre, j'ai Antoine qui me téléphone et qui me dit écoute, tu saurais rédiger une proposition de projet bien ficelée à destination des propriétaires du terrain. Donc j'ai eu 3 semaines de travail intensif pour mettre en fait tous mes rêves, tous mes espoirs, toute ma vision de mon entreprise de rêve dedans. Ça a été accepté. Mon projet de rêve a été accepté vis-à-vis des propriétaires. Et en novembre, je signais un bail de minimum 10 ans avec Terre en Vue pour ce terrain-ci. C'est une énième installation pour moi parce que j'ai installé l'espace test à Beauvechamp aussi où il y avait rien. Donc ça me faisait pas peur de me dire voilà, je recommence à nouveau à zéro pour la 4e fois en fait et tout réinstaller. Mais j'avais l'autre petit terrain de 10 arts avec un peu de serre, moyen de tirer un petit peu de production en attendant et de faire la transition jusqu'à ce que ce terrain-ci qui... Suite aux inconvénients après prairie, je peux pas le cultiver vraiment pleinement avant 2022. Alors explique-moi pourquoi tu peux pas le cultiver avant 2022 et qu'est-ce qui se passe maintenant aussi qui fait que tu vas devoir aussi peut-être revoir tes plans et comment toi tu vas anticiper la suite en fait par rapport à ça au niveau du maraîchage. Mais ici, l'inconvénient majeur de ce terrain-ci, c'est que c'était une ancienne prairie et selon les législations du monde agricole, quand on fait un retournement de prairie, on peut pas cultiver certaines variétés de légumes avant 2 ans. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de stock de matière organique, d'azote dans le sol et trop de nutriments, c'est beaucoup trop riche. Oui. Donc en fait, il faut le temps que la pluie et la sécheresse et le soleil, etc., lessivent un petit peu ces nutriments qui seraient trop riches pour les légumes. Donc concrètement, tout ce qu'on peut mettre, c'est des courges, du maïs. Et le deuxième inconvénient, là on le voit très très bien, surtout avec le temps pourri qu'on vient d'avoir là ces dernières semaines, c'est qu'il y a énormément de stocks de graines d'adventices, donc d'indésirables comme on les appelle, dans le sol. Donc il faut le temps de voir aussi sur le terrain ce qui remonte pour pouvoir agir en conséquence. Parce qu'un terrain ne se travaille pas de la même manière si c'est du rumex, si c'est du kénopote, si c'est du chardon ou si c'est des ronces.
Et du coup, Lisa, en fait, tu as aussi pas mal eu de problématiques avec ce qui s'est passé tout récemment maintenant. Il y a quelques jours, les inondations, ça a été un énorme choc aussi pour toi, un énorme coup dur, parce que ta première parcelle de 10 a été complètement engloutie quoi, par les eaux. Oui, voilà. Donc en fait, il faut savoir que la parcelle de 10 que j'ai eue à disposition fin 2018 se trouve dans un méandre de la Petite Jette. Donc c'est un petit cours d'eau où la hauteur d'eau n'est pas grande, et donc mon terrain est vraiment entouré, donc j'ai une presqu'île en fait, par ce cours d'eau, mais qui ne monte jamais. Donc jusqu'ici, j'avais pas eu trop de problèmes. Première inondation il y a 15 jours, avec les fortes pluies, le niveau est monté, j'avais 50 cm d'eau sur le terrain. Il faut savoir que comme ce terrain-là est en route, j'y ai mis les productions d'été. Donc dans les deux serres, tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, concombres, tous mes semis, voilà, j'ai perdu énormément. Il y a beaucoup de plantes qui ont résisté. Mais voilà, le temps a manqué et la semaine dernière, effectivement, le niveau est monté 30 cm de plus que ce qui était monté. J'ai eu jusqu'à 1 mètre, oui, sur toute la parcelle, avec un courant plus fort cette fois-ci. D'ailleurs, j'utilise un pont parce qu'à côté c'est une prairie permanente, donc je peux pas passer avec les véhicules dedans. Donc j'ai dû créer un petit pont au-dessus de la Jette pour accéder à mon terrain. Ce pont a été enlevé, j'ai plus de brouette, mon chariot de récolte était au fond de l'eau aussi. Les cultures ont été lessivées une deuxième fois et il y a plein de choses, je peux faire une croix dessus. Voilà, le sol est détrempé, inondé. Et le problème sur cette parcelle-là, en fait, c'est que vu les changements climatiques, a priori, ça devrait se répéter. Parce que là, ça s'est répété 2 fois en 15 jours. Mais voilà, je relativise parce qu'en fait, comme j'ai la deuxième parcelle ici qui est en route et que j'aménage au fur et à mesure, j'avais quand même une sécurité de me dire j'ai quelque chose à côté. Mais ça fait quand même mal parce que je vais devoir abandonner cette petite parcelle-là et j'ai des grosses pertes sur les productions d'été. Ça, c'est une décision que tu as déjà prise oui. Par rapport à... Oui, parce que je peux plus prendre le risque. Je peux peut-être encore la garder, mais plus avec les aménagements qui sont dessus. Je peux plus prendre le risque d'une inondation sur ces cultures-là, parce qu'en fait, les maraîchers, leur plus gros chiffre d'affaires, c'est quand même avec les cultures d'été. Beaucoup moins avec les cultures d'hiver. Donc, je peux plus prendre de risque qu'il arrive quoi que ce soit de ce genre-là aux cultures, en fait. Et voilà, maintenant, le destin me dit, non, il faut que tu investisses tout sur ton nouveau grand terrain. Il y avait déjà 2 serres qui vont être montées, donc finalement j'aurai 5 serres ici sur le terrain. Je pense que ça devrait aller pour la production. L'autre, je dois le remettre en état par convention avec le propriétaire. Donc à mon avis, ce sera soit de topinambour, parce que ça ont résisté. Ils sont toujours droits et tout va bien. Prairies fleuries ou des choses que s'il y a des pertes, c'est moins grave que tout ce qui se trouvera ici en fait. Du coup, ouais, on parle vraiment de résilience pour l'entrepreneur. C'est vraiment toi qui montre cet exemple-là aussi en tant que maraîchère. Quand on a une entreprise, que ce soit producteur, transformateur, restaurateur, c'est toute sa vie, tout son investissement qui part un peu à l'eau là en l'occurrence. Donc là vraiment, j'imagine que ça doit être un coup très très dur en ce moment. Comment tu vois ta vision là pour la prochaine année? Donc c'est quoi ton plan pour l'année prochaine et comment tu vas gérer à long terme cette parcelle puisque tu as 10 ans sur cette parcelle alors? Mais ici, je peux même pas parler de projet à long terme pour l'année prochaine. C'est dans les prochaines semaines. C'est décisif. Ici, le temps pourri qu'on a eu ces dernières semaines avec énormément de pluie ne m'a même pas permis de pouvoir travailler sur ma nouvelle parcelle. Donc, on a des semaines de retard en production, ça c'est clair. J'ai dû me dire, voilà, tout ça, je dois abandonner, je dois lancer et assurer mon hiver et mon automne, en fait. Donc, la temporalité n'est pas, tiens, la saison prochaine, qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant parce que moi, je cultive à l'année. Il y a des maraîchers qui cultivent vraiment entre avril et novembre-décembre et puis ils arrêtent un peu. Moi, là, je cultive à l'année parce que j'adore tout ce qui se cultive tout au long de l'année. Mais comme j'ai choisi de cultiver à l'année, je dois sans cesse me dire, tiens, il y a un truc qui rate. Pas rester dessus en disant, oh, bah, tiens, je vais toujours le laisser. C'est toujours rebondir, broyer la culture, se décider à passer la machine, à ressemer, à recommander des plants. C'est incessant, c'est toujours comme ça. Tiens, une culture qui va mal, hop, on doit la remplacer tout de suite.
T'es hyper flexible avec tes cultures finalement. En fait, ça dépend vraiment de... Oui, et c'est ça que, en fait, moi je suis une maraîchère hors du commun, comme j'avais mis sur mon crowdfunding il y a quelques années, parce que n'ayant pas de formation en maraîchage, n'étant pas issue du milieu agricole, en fait, j'ai pas tous ces carcans et toutes ces lignes de conduite. Tiens, tu fais de la permaculture, tiens, tu fais du Jean-Martin Fortier, tiens, tu fais du maraîchage sol vivant. Non, moi je construis mon entreprise à mon image et ma pratique à mon image. Moi, ma philosophie, et je m'oriente de plus en plus vers ça, c'est voilà ce qui est au champ, tout ce que je peux garantir, je peux le garantir, mais vous aurez ce qui vient au fur et à mesure des semaines. Voilà, je sais pas récolter les poireaux parce que il a fait moins 10 pendant une semaine, vous n'aurez pas de poireaux, comprenez-le. Voilà, donc ici j'ai pu cette année, depuis octobre, de pas me précipiter, prendre le temps d'analyser le terrain sur les vents dominants, sur le soleil, sur quand il y a des grosses pluies comment ça se comporte, sur la nature du sol. Et donc du coup là, moi je suis contente parce que je vois qu'il y a plein d'avantages et je me dis l'année prochaine, allez, il faut que je tienne jusque là, que l'année prochaine. Ça va, là, j'ai une réussite, j'ai mes courges qui sont magnifiques et la parcelle est belle. Hein. Oui, il y a longtemps que j'ai plus produit autant de courgettes et de courges. Donc voilà, il y a des choses positives, mais voilà, il faut se relever. Ouais, c'est un combat de tous les jours. Hein. Et surtout si on veut rester dans ce métier, parce que je fais pas que la production, je fais la vente aussi. Mm-hmm. Je tiens 2 points de vente. Et je travaille avec quelques clients, quelques magasins, mais voilà, ici, on est en pleine saison, les gens sont partis, on a le contre-coup du confinement, il faut prendre aussi ce genre de paramètres en compte dans une activité de maraîchage. Il n'y a pas qu'à dire, voilà, je fais mes légumes et hop, je les vends, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que si personne ne nous les achète et qu'on ne trouve pas à les écouler, c'est de la perte. C'est la perte et la poubelle. Hein. Ce qui est important chez les jeunes maraîchers, c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai pris le contre-pied de ce qu'on nous dit, c'est construire son propre modèle avec ses propres envies. Qui te porte maintenant, c'est ton projet de culture d'exception, les fruits et légumes d'exception pour les Horeca, notamment pour les restaurateurs. Pour les chefs, oui. Comment tu vois ça maintenant? Parce que c'est vraiment quelque chose de très différent du maraîchage traditionnel. Tu vas aller chercher des légumes un peu oubliés, des choses un peu différentes. Tout à fait. En fait, donc j'ai mûri ma pratique, parce qu'il y a autant de types de pratiques que de maraîchers. C'est dû à notre personnalité, à ce qu'on a envie de faire. Moi, je fais des légumes de saison, d'accord, mais je fais des légumes de terroir. J'explique aux gens que la patate douce est d'introduction très récente chez nous, et qu'à la base, on est une terre de choux, de poireaux, de racines, mais on n'est pas du tout une terre de patates douces. Mais donc, les gens ne se rendent pas compte du nombre de variétés de légumes qu'on a introduits au fur et à mesure, et quand on les vend, on dit bah oui, c'est de chez nous, et ça pousse chez nous, alors que pas. La patate douce en est un grand exemple. Hein. Et donc, j'ai construit ma pratique vis-à-vis de ça. Et puis, au fur et à mesure, comme j'aime bien découvrir énormément de choses, je regarde les bouquins de botanique, je regarde les émissions, je teste, j'achète les graines. Alors, au fur et à mesure, je sors des petites choses qu'on ne trouve pas du tout ailleurs. Parce que c'est toujours lié au fait que les maraîchers sortent principalement de formation. Et donc, ils ont un catalogue de légumes et de variétés. Et quand on commande chez le producteur de plants, on a aussi la même chose que certains légumes et certaines variétés. Alors que quand on regarde dans les catalogues d'espanciers, il y a une multitude de variétés. Et moi, j'ai pris le contre-pied en disant non, j'ai pas forcément des variétés productives, mais j'ai des productions de qualité, avec des légumes de qualité qui demandent peut-être plus de soins, mais qui sont meilleurs. Et donc, j'ai la chance, depuis pratiquement 2 ans maintenant, de travailler avec un chef qui a un restaurant à Anu, qui est venu, ça c'est pas mal, qui est venu sans a priori et qui prend ce qui vient. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille à voir ce qu'il a besoin, ce qui l'intéresse. Je fais des tests avec des choses que j'ai jamais cultivées de ma vie, comme du mesclin asiatique, parce qu'il faut savoir que pour les chefs, il faut une certaine taille, il faut certains mélanges. Mais je me suis prise au jeu sur ces deux années, et à chaque fois, je le surprends avec des petites choses qu'il connaît pas. Il les intègre dans ses plats, mais j'ai la connaissance de ce que je cultive derrière. Donc finalement, il me pousse de plus en plus et il me dit oui, mais il y a plein de choses que tu pourrais proposer aux autres restos, quoi.
mais en haute gastronomie, pas le café du coin, je vais dire. Et donc, j'ai pris la décision il y a pas longtemps, parce que mon entreprise a fortement évolué, surtout ces derniers mois. J'ai décidé de plus travailler avec les magasins. Je développe vraiment de plus en plus ce côté, je voudrais travailler avec les chefs et les restaurants gastronomiques en fait, et leur proposer des produits d'exception. Donc c'est un appel alors à tous ces chefs pour oui, tester tes voilà, produits. c'est ça. Ces belles courgettes là maintenant. Oui, oui, voilà. Bon, les courgettes c'est un peu plus classique, très certainement, mais voilà, je cultive notamment tout ce qui est un petit peu aromatique, un peu spécial, type feuille d'huître. J'ai réintroduit, ben là ça se voit, ce qui est mauve et vert là, mais ça c'est de la roche. Donc en fait c'est du kénopode comestible. Donc le kénopode qu'on voit aux mauvaises herbes, il existe sa version comestible qu'on appelle de la roche, qu'on peut cultiver, manger comme des épinards et qui se cultive très bien. On peut l'avoir en jeunes feuilles, on peut l'avoir en grandes feuilles. Et donc je développe aussi tout ce qui est, bon là ça a été un peu mangé, mais fleurs comestibles en tout genre. Il y a du fenouil. Il y a du fenouil aussi, oui, pour vendre les graines, pour vendre les tiges, ça c'est du fenouil sauvage. Alors avec mon associée qui est ici sur mon terrain, qui elle développe tout un jardin d'aromatiques et médicinales, on s'est rendu compte en fait qu'il y a plein de choses qui peuvent être en herboristerie, mais qui peuvent être en alimentation. Donc moi je peux les vendre en tant que bouquet d'herbes aromatiques, mais elle les utilise, elle les transforme et elle fait de l'herboristerie. Et donc, du coup, il y a toute une part de choses que je prendrai chez elle et qu'elle cultive, mais qui sont bien pour moi. Et alors, on fait des échanges comme ça, géniaux. Et elle sort aussi plein de choses un petit peu spéciales pour les réintroduire. Donc, ça, c'est Hélène Verheuyen, donc Elle Essentielle. En fait, ça a été aussi le fruit du hasard, notre rencontre. Elle était en reconversion professionnelle, principalement dans tout ce qui est huiles essentielles, aromathérapie, herboristerie. Et au fur et à mesure qu'on s'est côtoyés, elle a fait un petit peu de production chez elle, mais elle a eu l'envie, un petit peu aussi comme moi, de se dire pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir ici. Il y a énormément de plantes qu'on peut cultiver ici et qu'elle fait sécher et utilise dans ses mélanges d'herboristerie. Donc ici, on est en phase de test, mais du coup, quand j'ai eu ma parcelle, je lui ai proposé, je dis, écoute, est-ce que tu veux, c'était un de mes vieux rêves aussi, de redévelopper tout un jardin d'aromatiques et médicinales, qui aurait aussi une vocation commerciale, mais qui aurait aussi une vocation de réapprendre aux gens la diversité de la production alimentaire, végétale, tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Hélène et moi, on passe des hivers à compiler tous nos bouquins. Et on se dit, oui, mais non, on a oublié tellement de choses et tellement de diversité. Et moi, c'est ce que je veux remettre à l'honneur aussi dans les productions alimentaires. Et c'est ça, quand je vais voir Daniel, je lui dis, j'ai un truc pour toi. Il dit, qu'est-ce que tu as encore été trouvé? Et alors, ça me permet de tester cette année. Et puis après, de l'année prochaine, de le mettre en culture. Et c'est ça que je veux offrir aux chefs. Et ce que je veux offrir aussi aux chefs, c'est une culture à la carte. Voir avec eux ce qu'ils ont besoin et cultiver principalement pour eux. On va peut-être terminer cette petite interview avec un conseil. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à des entrepreneurs qui se lancent justement dans le maraîchage? Tu parlais des jeunes maraîchers jusqu'il y a quelques temps là. C'est quoi ton conseil en tant que maraîchère maintenant plutôt expérimentée avec ces 6 saisons que tu as déjà faites? De pas se précipiter, de pas aller trop vite. Ça, on a envie d'acheter tout le catalogue de plants et de plants à repiquer quand on le voit, ça c'est clair. Et on a envie de mettre toutes nos parcelles en culture tout de suite. Faut pas oublier que les mauvaises herbes, ça va plus vite que nous, la météo va plus vite que nous et les heures de travail ne sont pas extensibles. Donc moi, le conseil à contre-courant de ce qu'on dit dans les formations, c'est vraiment prenez votre temps. Si vous pouvez avoir votre parcelle, ne serait-ce que l'hiver précédent, votre saison d'implantation, pour bien analyser, vous poser, bien aménager les espaces. Faut pas oublier que l'administratif prend énormément de temps, voir un peu la faisabilité d'une vente sur le champ. Si vous avez une parcelle comme la mienne avec des riverains, voir un petit peu discuter si c'est accepté ou pas, parce que ce sont des freins qu'on n'imagine pas. Oui, d'accord, on a des exigences de rentabilité et de productivité derrière, mais bien souvent, tout ça s'est mis à mal parce qu'on prend pas le temps on se précipite, je dois faire du volume, je dois avoir de l'argent, et c'est là où on fait des bêtises et qu'on gâche énormément de choses. Et aussi, il faut se dire que tout ça, on le paiera plus tard.
Parce que si on réussit très bien la première saison, faut pas sous-estimer qu'on aura peut-être la deuxième saison catastrophique. La vie de famille à côté, faut pas la sous-estimer non plus, parce que c'est un boulot très exigeant qui demande de laisser bien souvent sa famille, parce qu'on n'a pas 8 heures de travail par jour et pas à l'année, quoi. Voilà, mais vraiment, le point le plus important à ressortir de ça, c'est prendre son temps. Prendre son temps de construire sa propre entreprise et de pas reproduire les schémas qu'on nous enseigne dans les formations. Et c'est vrai que je disais que je n'ai pas de formation, mais je me forme en continu, je regarde ce qui se passe chez les collègues, j'interagis avec les collègues, et l'importance du réseautage et de côtoyer ses collègues. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin des collègues, mais eux auront peut-être un jour besoin de nous aussi. Et donc là, c'est le tissage du réseau qui est très important, au niveau du réseau de soutien aussi, de pouvoir poser des questions, se questionner soi-même et se dire à un moment donné, oui, est-ce que je suis capable de continuer ce métier ou pas? Donc je retiens prendre le temps et se faire un réseau, quoi. C'est vraiment les 2 conseils que tu vas donner. Oui. Ok, super. Voilà, c'était super bien de t'écouter, c'était très inspirant. Et je suis super contente d'avoir remis du sourire sur ton visage. Oui, de parler de tout ça, ça m'a remonté le moral, parce qu'en fait, dans les maraîchers, il y en a qui travaillent en association, mais on travaille souvent très seul. Et donc, on cogite en même temps de travailler. Donc, effectivement, pouvoir en parler comme tu l'as proposé, ça fait un bien fou aussi. Et ça a remonté mes batteries pour la journée, effectivement. Ah, génial. Parfait. Je te remercie beaucoup, Lisa Marie. Merci à toi. Et je te souhaite une magnifique journée et très bonne continuation sur tous tes projets. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Pour retrouver et acheter les légumes de Lisa Marie, rendez-vous sur sa page Facebook, Le Pré Madame, et abonnez-vous. Lisa Marie lance par ailleurs un service de production de légumes à la demande pour les restaurateurs de sa région. Vous souhaitez vous démarquer par l'usage de légumes et plantes aromatiques d'exception, contactez Lisa. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également déposer un avis sur votre plateforme de podcast pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures Foodpreneur.